Nous rejoignons par Skype le docteur Alidou Tinto, directeur de recherche en parasitologie, chef de l'unité de recherche clinique de Nanoro au Burkina Faso. Justement, c'est vous qui êtes le principal investigateur de ces essais cliniques qu'on vient de voir, dont on vient de parler, menés en partenariat avec l'université d'Oxford. Alors, ces essais cliniques sont en phase 2. Concrètement, ça veut dire quoi? Où est-ce qu'on en est exactement? Alors, je vous remercie. Ce qu'il faut savoir dans le processus des essais cliniques, c'est que la phase 2 correspond à la phase où il faut faire la preuve de concept. Ça veut dire que la phase 1 vous permet de dire que votre produit est bien toléré et n'a pas de problème de sécurité. Et ensuite, quand vous avancez à phase 2, c'est pour démontrer effectivement qu'il y a une efficacité au-delà de cette sécurité. Et c'est ce que nous avons tenté de démontrer dans cette phase 2, qui a été exclusivement conduite au Burkina Faso par des chercheurs burkinabés qui l'ont testé dans la localité de Nanoro sous ma direction. Et au bout du compte, après 1 an de suivi, cela a révélé que ce vaccin pouvait protéger à 77%. Quelle est l'étape maintenant à remplir avant d'arriver factuellement à un vaccin? Qu'est-ce qu'il faut faire encore? Alors, comme tout produit, la prochaine étape du processus, c'est de conduire un essai de phase 3, qui est une phase qui va confirmer l'efficacité et la tolérance et la sécurité observées en phase 2. Alors pour cette phase 3, on va travailler sur un plus grand nombre d'enfants et on va aller dans d'autres pays autres que le Burkina, parce qu'il est important dans cette phase 3 de montrer que le vaccin se comporte exactement de la même façon qu'en phase 2, quelle que soit la localité ou le faciès épidémiologique auquel nous sommes confrontés. C'est ainsi qu'on aura en plus du Burkina le Mali, le Kenya et la Tanzanie, qui vont inclure au total sur les 4 pays 4800 enfants. Vous voyez que le nombre est énorme par rapport aux 450 de la phase 2, pour confirmer justement cette efficacité de 77%. Et le vaccin, ce serait pour quand donc, si tout ça fonctionne? Alors, il est prévu que cette phase 3 dure 2 ans. Et donc, si les résultats sont concluants et que l'efficacité et la sécurité qu'on a observées en phase 2 se confirmaient, il faut espérer voir ce vaccin sur le marché à l'horizon 2024-2025. Peut-être une question, docteur Tinto. Ça fait des années quand même qu'on parle de la recherche contre le palu. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas encore trouvé ce fameux vaccin? Est-ce que c'est une raison technique, c'est une difficulté technique ou bien c'est une difficulté de financement? Alors, ce n'est pas une difficulté liée au financement, parce qu'il faut reconnaître qu'il y a eu beaucoup d'investissements ces dernières années qui ont été faits dans le domaine de la recherche sur le paludisme. C'est plutôt lié à la complexité du parasite. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un parasite est différent d'un virus. Avec un virus, vous mettez très rapidement au point un vaccin, alors qu'avec un parasite, c'est plus complexe. Vous imaginez le parasite du paludisme à 14 chromosomes, et 5000 gènes, et certains gènes portent pour des fonctions que personne ne sait. Et c'est cette complexité qui fait que jusqu'à présent, ce n'est pas seulement le paludisme, mais il n'existe aucun vaccin dans le monde contre un parasite. Et je pense que c'est en cela que les résultats auxquels nous avons abouti sont extraordinaires, parce que cela va ouvrir la voie vers la recherche de vaccins contre d'autres parasites, parce qu'on démontre qu'il est possible peut-être de mettre au point un vaccin contre un parasite. Et ça va également stimuler toutes les autres équipes qui travaillent sur des recherches vaccinales pour les motiver justement à aller de l'avant, parce qu'il est possible de trouver un vaccin qui est assez efficace pour protéger les enfants en Afrique. Voilà. Bon, en tout cas, même si le financement, comme vous le dites, n'est pas le problème essentiel de la recherche de la lutte contre le paludisme, en tout cas, pour développer des vaccins, il faut financer cette recherche. Un peu partout sur le continent, les chercheurs sont à pied d'œuvre, mais cette année, vous allez le voir, les financements semblent avoir baissé en raison du coronavirus. Regardez le reportage dans un laboratoire de Lambaréné au Gabon. Il est signé Yves-Laurent Goma avec Luna Guépado. Princesse a enfin retrouvé son joli sourire. De quoi rassurer sa maman, Irène, qui vient de vivre 3 jours particulièrement difficiles. J'ai laissé la mère l'enfant au l'hôpital parce que l'enfant ne se sentait pas bien, elle faisait des fièvres, elle rendait et puis elle était vraiment pâle. On m'a dit que non, l'enfant avait le palais. Ça va, depuis que nous sommes là, ça va bien. Au Gabon, Princesse est loin d'être un cas isolé. Le docteur Mangoubou est pédiatre à l'hôpital Albert Schweitzer, où a justement été admise Princesse. Dans son service, les cas de paludisme sont fréquents. La majorité des cas d'hospitalisation, ce sont plus des cas de palud. 70 à 80%, ce sont des enfants qui arrivent avec le paludisme grave. Le paludisme est une maladie infectieuse provoquée par un parasite qui se propage par la piqûre de certains moustiques. L'insecte volant est donc devenu un cas d'étude majeur pour les chercheurs gabonais. Ce que nous faisons, c'est d'élever une souche de moustiques
qui nous permet en général de tester l'efficacité des insecticides. Ces moustiques aussi nous permettent de tester l'efficacité des médicaments à bloquer la transmission du palu. La solution est en effet dans l'élaboration d'un vaccin. Mais cette année, un nouvel obstacle vient mettre des bâtons dans les roues aux chercheurs, le coronavirus. Les financements sont allés vers le coronavirus et on a moins de moyens pour la recherche contre le paludisme. À cela s'ajoute une baisse du nombre des prises en charge. Beaucoup de malades ne veulent plus se rendre à l'hôpital de peur de contracter le coronavirus. Et on continue à parler de la lutte contre le paludisme. On accueille Maël Ba, responsable de la communication stratégique pour l'ONG Speak Up Africa. Et vous travaillez également aux côtés du partenariat mondial RBM pour en finir avec le paludisme. C'est le nom. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue au Journal Afrique. On vient de le voir, la lutte contre le paludisme reléguée un petit peu au second plan en raison de la Covid-19. C'est aussi ce que vous observez, vous, sur le terrain ? C'est ce qu'on observe. On observe, comme on l'a dit dans le reportage, deux choses. D'abord, une baisse des financements au niveau des pays impaludés, donc des pays, par exemple, africains, qui sont victimes du paludisme, mais également une baisse de la fréquentation des structures de santé par peur de contracter la Covid-19. Donc voilà. Alors vous, justement, pour Speak Up Africa, qui est une organisation, une ONG qui fait du plaidoyer auprès des acteurs publics, vous avez comme partenaire les pays africains. Quels sont les messages essentiels que vous tâchez de leur faire passer ? Le premier message, je pense que c'est que le paludisme est une urgence de santé publique. C'est la première cause d'hospitalisation dans plusieurs de nos pays africains. L'Afrique, c'est 90%, plus de 90% du fardeau mondial du paludisme. Un enfant meurt toutes les 2 minutes de cette maladie, donc c'est une urgence. La Covid-19 est venue en urgence de l'urgence, mais le paludisme reste une urgence. Un autre message aussi, c'est qu'on peut éliminer le paludisme en l'espace d'une génération. On a les outils, on a des moyens financiers qui sont pas suffisants, mais on a quand même des outils qui permettent de l'éliminer, donc on peut le faire. Mais concrètement, justement, pour aller un petit peu plus loin, qu'est-ce que vous les incitez à faire ? Quels devraient être les axes d'une bonne politique de lutte contre le paludisme en Afrique ? La première chose, c'est le financement. Financer la lutte au niveau national. Il faut s'assurer que ces financements soient à la hauteur pour que toutes les personnes qui sont victimes du paludisme ou qui vivent sous la menace du paludisme soient protégées. Une autre chose, c'est l'importance d'allier les jeunes à la lutte contre le paludisme. La jeunesse, aujourd'hui, il y a une étude du partenariat RBM qui a constaté que 9 jeunes Africains sur 10 ont envie de s'engager personnellement dans la lutte contre le paludisme. Ces jeunes-là, c'est 77% du continent. Ils font partie des acteurs de la lutte, il faut les engager et il faut leur donner les moyens et les outiller pour qu'ils puissent le faire. Docteur Tinto, je me tourne vers vous à nouveau. Je rappelle que vous avez coordonné les essais cliniques pour ce candidat vaccin au Burkina Faso. Bon, ça fait des années qu'on parle de communication, qu'on fait de la communication contre le palu. Il y a même des grandes stars qui s'y sont collées. Je pense à Sharon Stone et à ses moustiquaires, par exemple. Le monsieur d'Oxford le rappelait, ça ne fonctionne pas. Pourquoi ça ne fonctionne pas en Afrique, alors qu'il y a quand même des vastes zones dans le monde, je pense à l'Asie, je pense au Maghreb, où on a vaincu le paludisme, où ça n'existe quasiment plus. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas en Afrique subsaharienne ? Alors, je pense qu'au-delà de la disponibilité de ces outils, c'est l'utilisation adéquate et efficiente de ces outils. Parce que lorsque vous prenez par exemple les moustiquaires imprégnés, qui ont fait leur démonstration quant à la prévention du paludisme, on se rend compte que dans certaines contrées au Burkina, et notamment pendant certaines saisons, comme la saison chaude, il est difficile de convaincre les populations de dormir sous moustiquaires. Donc vous leur mettez à disposition des outils efficaces, mais vous n'avez pas une utilisation optimale de ces outils. Et c'est l'une des questions. Le deuxième problème, c'est l'assainissement. Et les pays d'Asie du Sud-Est ou d'Amérique latine, où le paludisme a beaucoup régressé, ont réussi quand même le défi de l'assainissement. Et ce qui n'est pas le cas en Afrique, où nous avons encore beaucoup de gîtes larvaires, malheureusement. Et à cela, si vous ajoutez le problème de la résistance aux vecteurs, notamment le moustique, et plus récemment la résistance aux médicaments, ça vient annihiler tous les efforts justement d'investissement qu'on fait pour lutter contre cette maladie assez complexe. Merci beaucoup, docteur. Je me retourne vers vous, Maël Ba. En quelques mots, le docteur Tinto vient de le rappeler, en fait, ce qui est crucial, c'est l'assainissement des zones humides où prospère l'anophèle.
est-ce que ça fait aussi partie du message que vous faites passer au pouvoir public? Est-ce qu'au fond, ces financements, est-ce qu'une grande part de ces financements sont aussi affectés à des politiques publiques pour faire de l'assainissement dans les zones impaludées? On en parle de plus en plus. C'est vrai qu'on ne peut pas lutter contre le paludisme si on ne s'attaque pas à ces autres problèmes. En fait, il n'y a pas un îlot. Le paludisme agit dans un environnement et il faut qu'on crée un environnement favorable à son élimination. L'assainissement en fait partie, c'est très important, comme l'a rappelé le professeur, le docteur, pardon. Donc c'est vraiment important que tout cet environnement favorable soit mis en œuvre pour qu'on puisse éliminer la maladie. Exactement. Merci beaucoup Maëlle Ba, responsable de la communication stratégique pour l'ONG Speak Up Africa, Dr Alidou Tinto, directeur de recherche en parasitologie. Merci à vous deux d'avoir répondu à nos questions.